Alors, je suis Philippe Lantady, donc je représente le cabinet Nouvelle Vie Retraite. Je fais habituellement ces réunions en présentiel aux États-Unis et un peu partout dans le monde, mais la crise sanitaire oblige, on est passé à des webinars. Donc, j'ai pas le plaisir de connaître Seattle et j'espère pouvoir y venir prochainement. Alors, pourquoi parler retraite ce soir? Cette slide, elle est, dans toutes, mes présentations en introduction, donc histoire de bien vous sensibiliser à cette problématique. La retraite va représenter pour vous plusieurs dizaines d'années de vie, et donc plusieurs dizaines d'années de revenus. Donc l'important, de cette, présentation est de bien vous sensibiliser de façon à ce que vous arriviez, le mieux armé possible. Alors, de quoi on va parler? On va parler des retraites françaises, de l'expatriation et de l'impact sur la retraite, de la retraite américaine et je vous présenterai plus en détail le cabinet, donc Nouvelle Vie Retraite. On ne parle pas d'une retraite française, on parle des retraites françaises parce qu'il existe 42 régimes de retraite en France. Chaque catégorie socio-professionnelle a son régime de retraite. Chaque régime de retraite est articulé en deux phases. La première, deux niveaux. Le premier, c'est le régime de base. C'est le régime qui valide les trimestres. Vous avez très probablement entendu parler dans les médias de différentes réformes depuis plusieurs années. On a allongé la durée de cotisation, on a eu la retraite à 60 ans en 1980, on est passé à 62 ans. L'âge de taux plein garanti qui était de 65 a lui aussi été décalé à 67 ans. Donc au niveau du régime de base, vous avez ces 2 notions importantes qui est l'âge d'ouverture des droits qui aujourd'hui est de 62 ans, donc c'est le premier âge où vous pouvez percevoir vos retraites et l'âge du taux plein garanti qui est 67 ans, c'est-à-dire qu'à 67 ans, vous pouvez percevoir l'ensemble de vos retraites françaises bases et complémentaires sans abattement, quelle que soit la durée d'activité que vous avez. Il a été instauré une carrière anticipée, un départ anticipé pour les personnes qui ont commencé à travailler, jeunes et donc pour ces personnes, on peut prétendre à percevoir ses pensions, bases et complémentaires, à partir de 60 ans. Donc ça, c'est important à savoir, il faut vraiment bien vous positionner. Donc vous avez accès à un niveau d'information au niveau des sites des régimes de retraite en France, notamment le site l'assurance-retraite.fr. Vous avez un premier niveau d'information, donc c'est important que vous vous positionnez. Donc créez-vous un compte et vous aurez déjà un premier niveau d'information. Au niveau des trimestres, on en parlera un petit peu plus tard dans les retraites françaises. Donc on est passé, un allongement de la durée de carrière pour, prétendre à ces retraites. Les retraites complémentaires, c'est pareil, donc elles sont alignées sur le régime de base. À partir du moment où vous remplissez la condition, du taux plein, de la durée de carrière à partir de 62 ans, vous avez également une retraite complémentaire sans abattement. Les retraites complémentaires sont des régimes en points. Alors là, la slide est assez complète, hein. Vous avez le calcul de la retraite de base. Donc on va commencer par ça. Donc plusieurs éléments qui sont importants à connaître. Le premier, c'est qu'on va tenir compte de vos salaires de cotisation en France. Donc vous avez un salaire moyen sur 25 ans. Si vous n'avez pas les 25 ans, on prendra le nombre d'années que vous avez en France et ensuite on va déterminer le taux. Le taux, il va être dépendant de votre carrière professionnelle et du nombre de trimestres que vous allez avoir. Donc si vous remplissez la condition du taux plein, vous aurez le taux maximum de 50. Si vous avez un manque de trimestres pour atteindre la durée de carrière requise en fonction de votre année de naissance, vous aurez un taux qui sera compris entre 37,5 et 50. Et dans tous les cas de figure, on fera une proratisation en fonction de la durée d'assurance que vous avez validée en France sur la durée d'assurance exigée. Donc on vous a mis sur cette diapositive le montant maximum pour une retraite de base en France, il est de 18 596 € en 2021. Donc ça, c'est pour une personne qui a fait une carrière complète avec les 25 dernières années au plafond annuel de la sécurité sociale. Des éléments importants au niveau de la retraite de base, l'incidence de la situation familiale. Pour les femmes, une prise en compte des trimestres pour enfants. Donc vous pouvez avoir jusqu'à 8 trimestres de validés pour chaque enfant. Et également une bonification financière de 10 si vous avez eu 3 enfants et plus. Alors cette bonification financière, elle est, valable à la fois pour les hommes et les femmes. Vous pouvez également avoir des majorations, si vous avez eu et élevé un enfant handicapé ou si vous avez eu un congé parental dans la limite de 3 ans.
qui dit retraite en France dit automatiquement une rente de réversion. Donc, pour une retraite de base, vous avez une rente de réversion à votre décès qui est versée à votre conjoint survivant. Si vous êtes marié, il faut que vous ayez vous soyez passé devant le maire. Le seul régime matrimonial reconnu est le mariage. Le Pacs ou autres ne sont pas synonymes de versement d'une rente de réversion. Donc la reversion, elle est de 50%, 54% pour le régime de base, pour les retraites, la plus grosse partie des retraites, les retraites du régime aligné, les salariés, les artisans, les commerçants et les professions libérales. Et pour la fonction publique, le taux de reversion, il est de 50%. Une condition de ressource est également ouverte pour l'apercevoir pour le régime de base des régimes alignés. En revanche, pour la fonction de public, il n'y a aucune condition de ressource. Les retraites complémentaires, c'est plus simple en termes de calcul. Vous avez un nombre de points pour chaque retraite complémentaire. Donc, si vous avez cotisé dans plusieurs régimes, si vous avez été salarié du privé, indépendant ou autre, vous aurez X régime de base, X régime complémentaire. Donc, pour les retraites complémentaires, on fera le total du nombre de points que vous avez acquis dans chaque retraite complémentaire et vous aurez une valeur de points. En faisant la multiplication, vous aurez donc le montant de votre retraite complémentaire annuelle. Donc, pour les retraites complémentaires, il n'est pas question, il n'y a pas de notion de durée d'activité. Donc, la seule incidence familiale au niveau de la situation familiale, c'est la bonification financière à partir de 3 enfants et plus. Donc, vous avez 10% sur vos retraites complémentaires avec un plafonnement à 2 092 € par an à partir donc, du 1er novembre 2019. C'est une mesure qui a été instaurée en novembre 2019. Idem que pour le régime de base, vous avez une rente de réversion à votre décès si vous laissez un conjoint survivant. Donc le taux de réversion, lui, il n'y a aucune condition de ressources pour les retraites de réversion dans les retraites complémentaires. Le taux de réversion est de 60% dans la plupart des régimes de retraite complémentaires et de 50% l'IRCANTEC. L'IRCANTEC, c'est les retraites des agents non titulaires de l'État. Donc voilà, donc ça c'est quelque chose d'important à connaître. N'oubliez pas que pour les retraites complémentaires, jusqu'à présent, notamment pour les salariés du privé, il y avait 2 régimes distincts, un régime pour les salariés employés, un régime pour les salariés cadres. Depuis le 1er janvier 2019, il n'y a plus qu'un seul régime, il y a une fusion des 2 régimes avec instauration d'un bonus-malus, c'est-à-dire pour dissuader les personnes de demander leur retraite complémentaire en même temps que la retraite du régime de base. Il a été instauré un malus, donc avec un différé de retraite. Donc si vous prenez votre retraite complémentaire en même temps que le régime de base, vous avez un malus pardon, de 10% pendant 3 ans. Si vous différez votre demande de retraite complémentaire par rapport au régime de base d'1 an, ce malus n'est pas appliqué. Si vous le différez de plus, vous pouvez avoir un bonus et majorer le montant de votre retraite. Alors l'expatriation, quel est l'impact d'une expatriation? Alors un petit rappel, je veux dire, il y a 2 notions quand on est expatrié. On est expatrié au regard du droit commun, c'est quand on est en contrat local, qu'on n'a plus rien à voir à titre obligatoire dans votre pays d'origine, donc en France en l'occurrence, et on peut être en situation de détachement, c'est-à-dire que vous restez salarié, vous restez rattaché à une entité en France, votre employeur continue à cotiser pour vous en France et continue à vous valider des droits dans les retraites bases et complémentaires en France. Donc le statut de salarié détaché, le plus généralement, est un statut temporaire, entre 3 et 6 ans en fonction des pays, notamment aux États-Unis et en Amérique du Nord. Et ensuite, on passe le plus souvent en contrat local. Alors, on a vu des cas qui étaient un peu différents, mais c'est le plus courant. Donc le statut, on est réellement expatrié quand on n'a plus rien à voir à titre obligatoire dans un régime français. On cotise en contrat local, on cotise dans le régime de la retraite du pays dans lequel on travaille et on peut continuer à cotiser volontairement dans un des régimes des Français de l'étranger qui sont au nombre de 3. La CFE pour les salariés, c'est le plus connu, mais il y a également pour les travailleurs indépendants, pour les professions libérales, des régimes dédiés. Alors, les trimestres qui sont pris en compte dans la durée de carrière, on en parlait tout à l'heure, pour vous permettre d'avoir une retraite française
à taux plein dès 62 ans, vous devez remplir une condition de durée totale d'activité. Donc cette durée totale d'activité, on va prendre en compte tous les trimestres qui ont été validés dans vos périodes de cotisation en France. Donc si vous avez été salarié du privé, si vous avez été artisan, commerçant, si vous avez été pion pendant vos études ou si vous avez travaillé dans la fonction publique, tous ces régimes français, je vous avais dit en début de présentation qu'il y avait 42 régimes, tous ces régimes français vont générer des trimestres, ils seront pris en compte. Si vous avez travaillé en tant que détaché à l'étranger, que ça soit aux États-Unis ou dans d'autres pays, votre employeur en France a continué à cotiser pour vous. Donc, à ce titre, il a validé les trimestres. Si vous avez cotisé volontairement dans un régime des Français de l'étranger, donc ou la CFE, ou le régime des travailleurs indépendants pour les artisans et les commerçants, les régimes des professions libérales, vous avez également validé les trimestres. Et si vous avez travaillé dans des pays qui ont un accord de sécurité sociale avec la France, vous pouvez avoir également de pris en compte ces trimestres. Alors, on ne peut pas se prévaloir de plusieurs accords, on va le voir dans une slide suivante. En fonction donc des pays dans lesquels vous avez été, vous avez des pays qui ont des accords de sécurité sociale, des agréments ou des conventions de sécurité sociale. Donc là, on a 4 exemples. On a Claude, Anne, Michel et Nathalie. Donc on prend ce sont 4 personnes qui sont nées la même année, qui doivent justifier de 168 trimestres. Ces 168 trimestres, pour Claude, ils sont constitués dans 2 pays. 100 trimestres en France, 68 trimestres aux États-Unis. Donc on a une convention de sécurité sociale entre la France et les États-Unis. Donc pour Claude, pas de souci. Il justifie de 168 trimestres à 62 ans. Il n'a aucun impact sur ses retraites complémentaires ou ses retraites de base. Il touchera dès 62 ans 100% des droits qu'il a acquis. Le cas de Anne, qui a toujours 100 trimestres en France, mais qui a travaillé 54 trimestres en Suisse, 14 trimestres aux États-Unis. On a un accord européen qui est un accord multi-pays qui englobe la Suisse, et on a une convention de sécurité sociale. Seulement, on ne peut pas se prévaloir d'une convention bilatérale plus de l'accord européen. Donc pour Anne, il va y avoir un non-cumul de conventions, et il va y avoir une neutralisation de sa période américaine, parce que c'est la plus courte. Et donc, Anne va avoir un impact de 17,5% sur sa retraite de base et de 14,5% sur sa retraite complémentaire. Pour le cas de Michel, qui a travaillé en France, toujours 100 trimestres, 100 trimestres, non, pas 100 trimestres aux États-Unis, 68 trimestres aux États-Unis, 20 au Brésil. Pour lui, une exception, il peut se prévaloir à la fois de la Convention du Brésil et de la Convention des États-Unis, parce que la Convention brésilienne accepte un pays tiers. Donc à partir de ce moment-là, on peut se prévaloir des deux, et donc pour Michel, il n'y aura aucun impact sur ses retraites. Il percevra 100% des droits qu'il a acquis dans sa retraite de base et dans ses retraites complémentaires. Ça, c'est un régime d'exception. Alors, il n'y a pas que le Brésil qui est une convention tripartite. Le Canada est une convention tripartite. Par contre, en revanche, le Québec n'est pas une convention tripartite. Donc, si vous avez fait France, États-Unis, Québec, on se retrouvera dans cette configuration-là. Si vous avez fait France, États-Unis, Canada, donc toutes les autres provinces du Canada, hormis le Québec, on sera dans cette situation-là. Donc vous voyez, c'est assez complexe. Et enfin, vous avez plein de pays où il n'y a pas de convention comme en Chine. Donc dans ce cas-là, vous avez que les trimestres américains qui sont pris en compte. Et donc vous avez des abattements qui sont calculés sur votre retraite de base et sur votre retraite complémentaire. Alors, pour Anne et Nathalie, qui ont eu, elles, des impacts parce qu'on ne peut pas se prévaloir de convention parce qu'il n'y a pas de convention, la solution, c'était de cotiser volontairement dans un des régimes des Français de l'étranger. Alors,
Les trimestres, le nombre de trimestres que vous devez justifier, il est déterminé en fonction de votre année de naissance. Donc si vous êtes né en 1958, vous devez justifier de 167 trimestres d'assurance. On a vu tout à l'heure que ces 167 trimestres peuvent être constitués de tous vos trimestres français, de trimestres pour les enfants, les trimestres de détachement, les trimestres de cotisation volontaire et potentiellement les trimestres validés dans un pays ayant une convention avec la France. Donc voilà, donc ça c'est des notions qui sont importantes et qui vous permettent d'optimiser vos droits à la retraite. Les principales questions des expatriés qu'on rencontre à travers, nos réunions à l'étranger. Donc, est-ce que j'ai intérêt de cotiser de façon volontaire dans un des régimes des Français de l'étranger? Alors oui, ça peut être votre cas en fonction, on l'a vu, si vous avez travaillé dans plusieurs pays, avec ou sans convention, avec une convention tripartite, avec une convention bilatérale, un pays sans convention. Ça peut faire du sens de cotiser volontairement dans un des régimes des Français de l'étranger. Le rachat de trimestre, c'est un mécanisme qui existe dans plusieurs régimes de retraite dans le monde, notamment en Europe. Vous pouvez racheter des trimestres en France, en Belgique, en Angleterre. Donc, en fonction des pays où vous avez travaillé, vous pouvez avoir des effets leviers à passer en rachat de trimestre. Est-ce que je pourrais percevoir mes retraites et continuer à travailler? Alors oui, c'est un système qui existe, qui s'appelle le cumul emploi-retraite. Vous pourrez très bien percevoir vos retraites françaises dès l'âge de 62 ans ou d'un autre pays et également continuer à travailler, mettons, aux États-Unis et demander votre retraite américaine à partir de 67 ans, qui est l'âge du taux plein aux États-Unis. À quel âge j'aurai le droit à mes retraites et quels seront le montant? Donc on a vu que, en fonction des différents pays dans lesquels vous aurez travaillé, en fonction des différentes situations personnelles de cotisation, en fonction des différents âges, vous pouvez avoir un âge optimal qui diffère en fonction de Anne, en fonction de Michel, en fonction de Nathalie dans les exemples. On avait des situations qui étaient vraiment différentes et qui pouvaient donner des âges de perception différentes. Pourrais-je percevoir mes retraites même si je réside à l'étranger? Les régimes de retraite français sont tout à fait en mesure de verser les retraites, quel que soit le pays de résidence et je dirais même, en anticipant, la retraite, de la Social Security américaine est tout à fait en mesure de vous verser vos retraites, même si vous résidez hors des États-Unis. Ils sont tout à fait capables de vous verser vos retraites si vous continuez à avoir un compte aux États-Unis ou si vous avez plus de compte aux États-Unis, vous pouvez très bien faire verser votre retraite américaine sur un compte, dans un autre pays. Donc les options d'optimisation, on les a vues, c'est des points de vigilance. Donc quand vous allez vous pencher sur votre consolidation de carrière, sur vos droits que vous ayez acquis en France, dans un pays, en Europe, aux États-Unis, au Canada, dans n'importe quel pays, vous avez intérêt à consolider votre carrière et à voir si une affiliation dans un des régimes des Français de l'étranger, à la CFE, si vous êtes salarié, peut faire du sens. Donc si vous êtes dans un pays où il n'y a pas de convention de sécurité sociale, si vous avez dans un pays où il y a une non-possibilité de cumul, c'est un outil qui peut être intéressant dans votre situation. Vous avez également intérêt à cotiser à la CFE pour protéger votre conjoint, notamment si votre conjoint vous suit lors d'une expatriation, que vous avez des enfants de moins de 20 ans, vous pouvez avoir un intérêt à cotiser pour votre conjoint en tant que chargé de famille. C'est quelque chose qui est intéressant. On a vu tout à l'heure que le premier âge pour percevoir ses retraites en temps normal, c'est 62 ans. Il est possible donc de le percevoir à partir de 60 ans dans certains cas pour les personnes qui ont commencé à travailler tôt. Donc si vous justifiez d'un certain nombre de trimestres et que vous avez commencé à travailler avant 20 ans et que vous avez validé 4 ou 5 trimestres, potentiellement vous pouvez percevoir vos retraites françaises à partir de 60 ans à taux plein. Donc ça, c'est aussi un point d'optimisation, une vigilance à regarder parce que si vous avez été apprenti, si vous avez travaillé pendant vos études, vous pouvez assez facilement avoir ce critère de validation des 5 trimestres avant l'âge de 20 ans, ce qui peut vous permettre de percevoir vos retraites dès 60 ans, françaises bases et complémentaires,
tout en faisant un cumul emploi-retraite, continuer à travailler aux États-Unis et donc percevoir vos retraites et votre revenu d'activité. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut également regarder. Donc on a regardé également le rachat de trimestre, on en parlait tout à l'heure. Donc le rachat de trimestre est un mécanisme en France assez onéreux. Il est un peu plus intéressant si vous avez travaillé dans d'autres pays comme en Belgique ou en Angleterre, au Royaume-Uni. Donc c'est quelque chose qu'il faut regarder. Si vous manque peu de trimestres, ça peut avoir un effet levier, notamment vous rachetez des trimestres dans le régime de base, mais comme ça vous permet d'avoir un taux plein dans le régime de base, ça vous donne automatiquement un taux plein dans les retraites complémentaires. Et donc, si vous avez été cadre et que vous avez une belle carrière cadre en France, vous pouvez avoir une rentabilité financière. Donc, c'est un mécanisme à regarder de près et notamment en termes de rentabilité. Autre point point de vigilance, l'assurance maladie quand on est à la retraite. La crise sanitaire nous le met en pleine face en ce moment. Il est important d'avoir une bonne garantie, une bonne assurance maladie. Alors, si vous êtes aux États-Unis, que vous avez travaillé pendant un certain nombre d'années, notamment au moins 10 ans, vous aurez automatiquement Medicare à 65 ans. Mais si vous avez atteint les 60 trimestres de validé en France, vous pourrez également vous prévaloir d'une assurance maladie, même si vous résidez aux États-Unis. Vous arrivez, vous êtes résident fiscal permanent aux États-Unis, vous avez validé 15 ans d'activité en France ou 60 trimestres. Alors, ces 60 trimestres, ils sont constitués de trimestres validés par la France, donc ça peut être les trimestres pour enfants, le service militaire, le chômage, les trimestres de détachement, les trimestres d'activité en France et les trimestres également que vous avez validés par vos cotisations volontaires. Donc si vous êtes à 60 trimestres, vous avez également la possibilité de vous faire soigner en France lors de vos séjours temporaires en France. Donc sachez-le, depuis le 1er juillet 2019, toutes les personnes qui sont retraitées à compter de cette date doivent justifier pour avoir une retraite en France quand on est non résident en France, quand on réside aux États-Unis, ils doivent justifier d'au moins 60 trimestres. Si vous rentrez vivre en France pour votre retraite, cette condition de 60 trimestres n'existe plus. À partir du moment où votre résidence principale est là en France et que vous êtes retraité, que vous percevez une retraite de la France, vous êtes automatiquement pris en charge par l'assurance maladie en France. La retraite américaine. Alors, la retraite américaine, la Social Security Administration, je ne vais pas parler des 401k qui est un système de capitalisation qui n'est pas un système accoudé comme en France avec les retraites complémentaires. Donc, la Social Security américaine fonctionne presque presque comme la retraite française. On a un premier âge de perception qui est à 62 ans. On a un full retirement age à 67 ans. C'est l'âge du taux plein garanti. On est passé progressivement de 66 à 67 ans. Donc là, comme c'est indiqué pour les générations de 1943-1954, on est entre 66 et 67 ans. Et toutes les générations à partir de 1960, l'âge de perception à taux plein, c'est 67 ans. Donc si vous le prenez entre 62 et 67 ans, vous aurez une décote qui va varier. Le pourcentage de minoration d'anticipation est de 25% en moins pour 4 ans d'anticipation. Donc c'est légèrement supérieur par rapport à la France. En revanche, un mécanisme qui n'existe pas en France, si vous différez votre demande de retraite entre 67 et 70 ans, vous pouvez avoir une bonification de 8% par an. Donc c'est calculé au prorata du nombre de mois. Pour percevoir une retraite de la Social Security américaine, il faut justifier de 40 crédits, 40 trimestres. Donc pour la perception de la retraite américaine, ces 40 crédits peuvent être constitués entre des trimestres validés en France et des trimestres validés aux États-Unis. Je vous donne un exemple. Vous avez 5 ans d'activité aux États-Unis, donc ça vous fait 20 crédits. Vous partez ensuite dans un autre pays, mais vous avez en France une centaine de trimestres. Donc, on ira chercher les 20 crédits manquants, les 20 trimestres manquants en France pour vous ouvrir un droit à la Social Security américaine. Donc c'est l'avantage de la convention de sécurité sociale. On l'a vu tout à l'heure, elle vous permet de consolider votre carrière en France
et de faire prendre en compte vos trimestres aux États-Unis. Elle vous permet également, si vous n'avez pas le nombre de crédits pour percevoir votre retraite de la Social Security, de quand même percevoir une retraite, dans ce cas-là, calculée sur 5 ans, sur les 20 crédits que vous avez. Donc c'est le deuxième avantage de l'agrément de sécurité sociale entre la France et les États-Unis. En revanche, si vous avez moins de 6 crédits validés aux États-Unis, donc 1 an et demi, même avec la convention de sécurité sociale, vous ne pourrez pas vous prévaloir d'une retraite. Tout à l'heure, je vous disais que pour Medicare, il vous fallait 40 crédits. Les 40 crédits Medicare, ils doivent être constitués aux États-Unis. La convention de sécurité sociale ne vous permet pas de consolider ces 40 crédits entre la France et les États-Unis. C'est juste pour l'ouverture de droit à la retraite de la Social Security, mais absolument pas pour Medicare à 65 ans. Au niveau de l'assiette de cotisation, donc c'est le même principe qu'en France. En France, on cotise maximum au niveau du régime de base sur le plafond annuel de la sécurité sociale, qui est de 42 000 € en 2021. Pour la Social Security Administration, il est de 137 700. Bon, ça, c'est le plafond de l'année dernière. Et on vous a donné un montant indicatif de retraite. Donc, pour une personne qui a cotisé 35 ans aux États-Unis sur le plafond, il percevra environ une retraite de 37 700 $ par an. Une personne qui a cotisé au plafond, le montant de sa retraite sera d'environ 18 000 $ par an. Donc vous avez des fonctionnements entre la Social Security et le régime de base français un peu équivalents. Il existe un mécanisme aux États-Unis qui est un mécanisme de réduction de la retraite américaine pour les personnes qui perçoivent une pension d'un autre pays ou d'un autre régime. Donc c'est valable évidemment pour les personnes qui perçoivent une retraite de la France. Donc si vous êtes bénéficiaire d'une retraite de la France, vous êtes potentiellement assujetti au WEP, au Windfall Elimination Provision, le WEP, WEP. Donc ça, c'est le contexte général. En revanche, si vous appliquez à la retraite française grâce à la Convention de sécurité sociale, c'est-à-dire que si on a besoin de vos trimestres américains pour vous verser une retraite à taux plein en France, ou si vous vous servez de l'agrément pour ouvrir un droit en France ou aux États-Unis, à ce moment-là, le WEP ne s'appliquera pas. Donc c'est le troisième avantage de la Convention de sécurité sociale. Ce WEP, qui peut représenter jusqu'à une diminution maximum de 5 000 $ pour une année, si vous êtes servi de la Convention de sécurité sociale pour percevoir vos retraites françaises ou votre retraite américaine, le WEP ne s'appliquera pas. Donc ça, c'est quelque chose d'intéressant. C'est un avantage qui est substantiel parce que si vous avez une retraite, si vous avez une longue carrière aux États-Unis, vous pouvez être impacté. Si vous n'avez pas 30 ans d'activité aux États-Unis, le WEP potentiellement pourrait s'appliquer à votre situation et vous pourriez avoir jusqu'à 5 000 $ en moins de verser par la Social Security. Donc, il faut vraiment que vous appliquiez quand vous avez demandé votre retraite française ou américaine dans le cadre de la Convention de sécurité sociale. Alors, je vous présente le cabinet Nouvelle Vie. Le cabinet Nouvelle Vie est un cabinet indépendant. Nous ne vendons pas et nous ne faisons pas la promotion de services financiers ou de produits d'assurance. Notre seule expertise porte sur les régimes de sécurité sociale. Comme vous avez pu le voir, nous maîtrisons les régimes de sécurité sociale français, américains. Nous savons calculer les régimes de retraite européens, plusieurs régimes espagnols, italiens, suisses. Belge, allemand, Angleterre, et j'en passe. Voilà, nous savons calculer la retraite américaine, la retraite canadienne, la retraite brésilienne. Donc voilà, donc notre expertise, elle porte sur les régimes de sécurité sociale et l'assistance des Français qui vivent, pas spécialement des Français, nous travaillons également avec d'autres nationalités, des personnes qui ont eu une carrière à l'international. Donc ça fait 30 ans que nous existons, depuis 1986. Donc, nous sommes là effectivement pour vous aider. Nous sommes une équipe de 30 collaborateurs et donc nous proposons deux prestations principales qui sont l'établissement de bilan retraite pour les personnes qui sont en amont de l'âge de la retraite et pour les personnes qui sont en âge de percevoir leur retraite. Donc c'est l'assistance pour les démarches pour percevoir leur retraite.
Depuis 2011, nous avons demandé la certification ISO 9001, donc dans un process de certification qualité en termes de satisfaction client, de processus de travail et de formation de nos équipes. Nous avons une veille législative qui est assurée par un de nos partenaires au sein du board de l'entreprise. Donc tout ça et toute cette démarche qualité, cette certification qualité nous a été renouvelée chaque année depuis 2011. Donc, je vous parlais de nos prestations. La prestation bilan retraite est un outil de planification pour votre retraite. C'est la première pierre quand vous faites votre planification pour vos revenus à la retraite, c'est de déterminer ce que vont vous rapporter vos régimes de retraite de sécurité sociale français et étrangers. Donc, le principe, c'est d'avoir un entretien donc avec moi. On fait une analyse de votre carrière en fonction de relevés, si vous en avez, français ou étranger. Et à partir de ces relevés, de cette analyse, de cette discussion que nous avons ensemble, on définit une stratégie pour mettre en place une étude et des scénarios. Donc, à partir de ce moment-là, on se met d'accord sur des hypothèses d'âge de départ, des conditions d'exigibilité, des options d'optimisation. On définit un montant d'honoraires en fonction de la complexité de vos dossiers et des attentes que vous avez. Dès qu'on a finalisé ce premier niveau, votre dossier est pris en charge par notre service réalisation où on fait un audit des droits que vous avez acquis, on fait une consolidation, une vérification. Si vous êtes en âge, on fait porter toutes les corrections des anomalies constatées parce qu'on ne peut pas les faire à n'importe quel âge. Et ensuite, on travaille sur les scénarios et sur les estimations des montants des retraites. En fin de travail, l'expert qui a pris en charge votre dossier revient vers vous à l'aide d'un bilan qui a été rédigé et lors d'un entretien de restitution, à ce moment-là, tout est passé au crible et vous passez le temps qu'il faut pour que la situation soit claire et nette pour vous, que vous ayez les réponses à toutes vos questions. Donc ça, ce prestation bilan retraite, pour une personne qui vit aux États-Unis, pour une personne qui a travaillé en France et aux États-Unis, heu, on est sur une prestation qui peut durer entre 2 et 6 mois selon la complexité du dossier, la capacité d'obtenir les informations plus ou moins rapidement en fonction des régimes. Voilà, ça dépend des pays, ça peut aller vite si on a, une célérité des régimes à nous répondre. La prestation liquidation retraite, qui est une assistance à la démarche pour demander vos retraites. Donc, on est dans le même cas, on fait un entretien, on définit précisément la nature de la mission, combien de régimes vous avez, on définit le montant des honoraires, on initie les demandes et à partir du moment où le dossier est complet, on a défini le montant des honoraires, on transfère le dossier vers le service réalisation qui dédie un gestionnaire pour prendre en charge votre dossier. Donc, cette personne a en charge la défense de vos intérêts et vise à s'assurer que l'ensemble de vos droits sont correctement calculés et vous sont correctement versés sur vos comptes. Donc c'est son travail, il est là pour défendre vos intérêts. Donc ça sera l'interlocuteur principal que vous aurez et qu'il sera également l'interlocuteur auprès, des différents organismes. Donc son job, ça va être donc d'obtenir le versement de vos pensions et à la fin donc de la liquidation, on émet un bilan retraite où toutes vos notifications sont reprises, on calcule vos pensions de réversion et on vous présente les principales démarches à faire si jamais il devait vous arriver. Donc ça, ce livret retraite, c'est quelque chose d'important à garder dans vos avoirs. Alors, pour demander une retraite actuellement depuis les États-Unis, c'est un peu compliqué avec la crise sanitaire. On est sur un process en temps normal qui dure entre 12 et 18 mois parce qu'il faut initier sa retraite depuis les États-Unis à travers la Social Security pour se prévaloir de la convention de sécurité sociale. Donc en temps normal, je vous dis, le temps que ça passe dans votre bureau local, que ça parte à Baltimore et ensuite que ça arrive en France, on est sur entre 12 et 18 mois. En ce moment, la Social Security, les bureaux le plus souvent sont fermés. Le bureau des affaires internationales à Baltimore fonctionne vraiment
au ralenti et c'est peu de le dire. Donc on a énormément de dossiers qui sont bloqués. Les dossiers ne sont pas en ce moment transférés en France. C'est pas pour autant qu'il faut différer votre demande de retraite parce que la date d'effet de votre retraite dépendra du jour où vous avez déposé votre dossier aux États-Unis à la Social Security, soit au bureau à Seattle, soit par l'envoi en recommandé avec un accusé réception, un tracking au bureau de Baltimore. Donc, si vous êtes en droit de percevoir vos retraites françaises dès maintenant, n'hésitez pas à aller initier les demandes, même si ça met 18, 2 ans, 18, 24 mois pour finaliser votre demande. Vous aurez des paiements rétroactifs à la date parce que vous aurez une preuve comme quoi le dossier il a été déposé en temps et en heure. Donc ça, c'est pas parce qu'en ce moment ça fonctionne mal à cause de la crise sanitaire qu'il faut différer votre demande de retraite parce qu'il y a de l'argent qui est en cause et n'oubliez pas qu'il n'y a pas de rétroactivité possible. Si votre droit, il est ouvert, mettons, au 1er mars 2021 et que vous le demandez que, mettons, au 1er juillet, vous n'aurez pas de rétroactivité au 1er mars. En revanche, si vous le demandez aujourd'hui et que vous avez la preuve que vous avez déposé votre dossier aux États-Unis, vous aurez une date d'effet au 1er mars 2021 et même si on obtient votre retraite que dans 2 ans à cause des problèmes administratifs actuellement, vous aurez des paiements dans ce cas-là qui seront rétroactifs. Donc c'est vraiment essentiel pour vous de bien vous mettre en ordre de marche et de bien savoir quand vous allez devoir initier vos demandes de retraite. Donc vous avez mes coordonnées sur cette diapositive. Donc je suis Philippe Plantadi, vous avez mon téléphone, mon adresse email. Je suis à votre écoute. Vous pouvez me contacter pour discuter de votre situation. Ça sera gratuit et sans engagement. On fixera un rendez-vous téléphonique, un rendez-vous dématérialisé en visio, Zoom, Teams ou autre, de manière à ce qu'on puisse discuter sereinement et prendre le temps donc de bien analyser votre situation. Et si il est utile à ce moment-là, je pourrais vous faire une offre de service pour prendre en charge votre dossier. Donc je vais pas me représenter, je vais vous parler moi essentiellement de la fiscalité franco-américaine sur les retraites, aussi bien au niveau des États-Unis que la France. Il faut savoir qu'en réalité, quand on parle de retraite, de taxation des retraites franco-américaines, il faut se fier et se baser également aux conventions fiscales. Il faut savoir qu'actuellement, nous avons 3 conventions fiscales qui ont été conclues entre la France et les États-Unis. La première, et c'est celle dont on va parler essentiellement aujourd'hui, concerne l'impôt sur le revenu, notamment pour éviter la double imposition quand on touche des retraites et des revenus à la fois aux États-Unis et en France. La deuxième convention concerne les successions et donations, qui est une très très bonne convention fiscale. Et enfin, la troisième, qui est l'accord de sécurité sociale, qui a été signé en 87. C'est ceux pour lesquels Philippe vient essentiellement de vous expliquer un petit peu les accords entre nos deux pays. Et enfin, il y a un accord que beaucoup de monde connaissent maintenant, c'est l'accord FATCA, qui a été conclu le 14 novembre 2013 entre la France et les États-Unis et qui, lui, régit les obligations déclaratives des banques françaises vis-à-vis du fisc américain concernant les comptes en banque que détiennent des résidents fiscaux américains en France. Donc, on va parler tout d'abord du calcul de l'impôt sur les retraites françaises et américaines. Alors, on va se situer dans 2 contextes, puisque vous allez me dire, je ne sais pas où est-ce que je vais être au moment de ma retraite, si vous n'êtes pas encore retraité. Premier cas de figure, au moment de votre retraite, vous touchez vos retraites, que ce soit françaises ou américaines, vous êtes résident fiscal américain. Donc, vous habitez à Seattle et vous touchez des retraites françaises et américaines. On pourrait aussi prendre l'exemple si vous êtes citoyen américain, puisque n'oubliez pas que quand on est citoyen américain, peu importe où on habite dans le monde, on est considéré comme étant résident fiscal américain, et ce, à vie, et donc on est redevable de ses impôts aux États-Unis, même si on n'y habite pas. Donc, premier cas de figure, j'habite à Seattle et je touche des retraites françaises et américaines. Il y a un article dont il faut se référer dans la convention fiscale, dont je vous évoquais, qui concerne l'impôt sur le revenu, c'est l'article 18. Et l'article 18, il est très très clair et très straight, comme on dit. Il dit la chose suivante, il dit que les produits de retraite sont taxables dans le lieu de cotisation, à la fois vis-à-vis de l'impôt américain, mais également vis-à-vis de l'impôt français. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si j'ai cotisé en France sur mes retraites françaises, je suis taxable en France. Et attention, dans le cadre de la retraite française, quand on est résident fiscal américaine, non seulement cette retraite française est taxable en France, mais elle est taxable de façon exclusive et unilatérale. C'est-à-dire que l'article 29 de la Convention fiscale
fait état que le principe de saving clause, c'est la possibilité pour le fisc américain de taxer sur ses revenus mondiaux un résident fiscal américain, ne s'applique pas dans le cadre des retraites qui sont perçues par un résident fiscal américain sur des retraites françaises. Donc ça veut dire que sur ces retraites françaises, et je vous montrerai le vrai avantage tout à l'heure, non seulement je vais être taxable en France, mais vis-à-vis des États-Unis, je n'aurai pas à déclarer ces retraites sur ma déclaration américaine, c'est-à-dire qu'en gros, c'est surtout que ça ne va pas venir rentrer dans ma tranche d'imposition américaine et ça ne va pas venir augmenter mon impôt américain. Et c'est très important de le savoir, c'est-à-dire que même si vous avez payé un impôt de 10% en France et qu'aux États-Unis, vous êtes un tax bracket qui est de 25%, c'est pas grave. Le fisc américain ne vous demandera pas de payer les 15% de différentiel aux États-Unis. Principe de la convention fiscale, article 18, qui est précisé dans la partie, dans l'article 29 de la convention fiscale. Donc, je vais toucher des retraites françaises. Je serai taxé en France, en tant que résident fiscal américain habitant à Seattle. Vis-à-vis de la France, je vais être redevable de ce qu'on appelle de cotisation sociale sur mes retraites françaises. Alors, en règle générale, elle varie entre 3.2 et 4.2. Les 7.1, c'est surtout pour des retraites qui ont été touchées par un indépendant. Dans notre cas de figure, en règle générale, ça sera entre 3.2 et 4.2. C'est tout. Et bien évidemment, si j'habite à Seattle et que je touche des retraites américaines, un 401k par exemple, je serai bien évidemment taxable aux États-Unis sur ces retraites américaines puisque je n'aurai rien à déclarer en France. N'oubliez pas, je suis non résident fiscal français dans cette première hypothèse. Deuxième hypothèse, l'inverse. Finalement, je décide de rentrer en France au moment de ma retraite et donc je suis résident fiscal français. Je vais partir du principe dans la première hypothèse que je ne suis pas citoyen américain, je ne suis pas carte verte, rien du tout. Je suis non résident fiscal américain et donc je touche des retraites françaises, mais également des retraites américaines. Au niveau des retraites françaises, mes retraites françaises en tant que résident fiscal français seront assujetties d'abord aux prélèvements sociaux, qui vont entre 3,8 et 9,1. En règle générale, c'est plutôt 9 points, puisqu'on atteint vite les seuils pour être taxé à 9,1%. Et bien évidemment, je serai soumis à l'impôt sur le revenu sur ces retraites françaises. Vis-à-vis des retraites américaines, ces retraites américaines, n'oubliez pas, article 18, paragraphe 1 de la convention fiscale, taxable en lieu de cotisation. Donc normalement, c'est un principe de taxation uniquement aux États-Unis. En tant que non-résident fiscal américain, je serai redevable de mes retraites américaines aux États-Unis. Vis-à-vis de la France, je serai exonéré d'impôt sur ces retraites américaines. En revanche, malheureusement, le fisc français va se donner le droit d'intégrer ces retraites américaines pour calculer mon taux moyen d'impôt en France sur mes autres revenus. Donc, je n'aurai pas de taxation sur ces retraites américaines en France, mais j'aurai une incidence sur mon taux d'imposition sur mes autres revenus. Donc, il faut faire bien attention à cette partie-là. Donc, sur mes retraites américaines, je serai non résident fiscal américain, je paierai mon impôt aux États-Unis, et en France, j'aurai un petit frottement. Il y a un cas particulier qu'il faut bien connaître aux États-Unis. Donc, c'est qu'en général, je l'évoquais tout à l'heure, si je suis citoyen américain ou carte verte. Et certains d'entre vous, vous allez vous dire, moi, j'ai peut-être bien envie de rendre ma carte verte ou mon passeport américain, finalement, parce que je ne veux plus rien avoir à faire avec le fisc américain. Et je veux rentrer en France et je ne veux pas avoir le souci de devoir continuer à payer mes impôts, à déclarer mes impôts aux États-Unis. Donc, je rends ma carte verte ou mon passeport américain. Il y a un principe qui existe aux États-Unis qui est le principe d'exit tax, ce qu'on appelle l'expatriation tax. L'expatriation tax dit la chose suivante. Une personne qui a un passeport américain ou qui est titulaire d'une carte verte qu'il a depuis au moins 8 ans, donc attention, on compte en année calendaire, donc toute année entamée est une année comptée. J'ai ma carte verte en novembre, ça compte pour une année pleine. Si cette personne rend son passeport américain ou rend cette carte verte qu'il a depuis plus de 8 ans, il va être considéré comme un expatrié. On va passer d'un expatriate. Première chose. Deuxième chose, on va regarder si cet expatriate n'est pas ce qu'on appelle un covered expatriate, assujetti à une exit tax. Et quand on regarde la notion de covered expatriate, on regarde si cette personne remplit l'un des 3 critères suivants. Premier critère, cette personne payait en moyenne, dans les 5 années précédant l'année où il a rendu sa carte verte ou son passeport américain, 172 000 $ d'impôts par an. Donc, il faut les atteindre quand même. Je ne parle pas de revenus, je parle d'impôts. Si ce premier critère n'est pas atteint, on regarde le deuxième critère. Et le deuxième critère, c'est un critère de ce qu'on appelle le net worth. Si cette personne avait, au moment où il rend sa carte verte, plus de 2 millions, au moins 2 millions de dollars de patrimoine, donc on parle par personne, donc pour un couple, ça fait 4 millions, alors il est assujetti, il rentre dans le critère de covered expatriate. Mais attention, ce critère des 2 millions de dollars
l'administration américaine précise qu'on se situe comme au regard si ce patrimoine était taxé au regard de l'impôt sur les successions. Donc on va prendre tout le patrimoine mondial. Le patrimoine immobilier, vous pourriez avoir en France, aux États-Unis, le patrimoine financier, mais également les retraites qui ont été accumulées. D'où le lien avec notre séminaire d'aujourd'hui. Donc les retraites que vous aurez accumulées au moment où vous rendez votre passeport ou votre carte verte peuvent vous faire atteindre ce principe d'exit tax si vous voulez rendre votre passeport américain. Si vous voulez garder, vous êtes en France, vous continuerez à être taxable et redevable de vos impôts. Donc si vous rentrez dans ce critère d'exit tax, on va considérer que vous liquidez tout votre patrimoine au moment où vous rendez votre carte verte, même si ce patrimoine, attention, n'est pas vendu. On va figer la valeur de votre patrimoine au moment où vous quittez le territoire américain et vous rendez ce passeport ou cette carte verte, et on va calculer ce qu'on appelle des unrealized capital gain. J'ai un bien immobilier en France, potentiellement, au moment où je pars, il vaut 1 million, je l'ai acheté 500 000, mon unrealized, c'est 500 000 $. Donc le fisc américain va vous demander payer comme si c'était un capital gain au moment où vous rendez cette carte verte. Mais là où c'est compliqué, c'est que cette règle s'applique également sur toutes les retraites qui auront été accumulées au moment où vous rendez votre carte verte ou votre passeport. Donc attention, si certains d'entre vous, vous souhaitez rendre votre passeport, attention à ses conséquences fiscales, parce que le fisc américain va pouvoir à ce moment-là vous dire combien vous avez accumulé dans votre 401k à ce moment-là, combien vous avez accumulé pour votre IRA. Faites-moi l'impôt maintenant. Vous allez dire, bah oui, mais moi, j'ai 50 ans, je ne suis pas encore à l'âge légal. Peu importe. On se situe comme si vous liquidiez votre patrimoine, peu importe si légalement vous ne l'avez pas touché. Vous avez quand même la possibilité, dans le cas d'un 401k, de demander un paiement d'impôt différé, d'être taxé au fur et à mesure au moment où vous avez touché ce 401k. Sauf que cette taxation sera assujettie à une retenue à source de 30%, puisque vous serez plus résident américain, vous serez non résident. Mais faites bien attention à cette règle d'exit tax. Quand on veut partir faire sa retraite en France et qu'on ne veut plus rien avoir avec le fisc américain, ça peut engendrer des conséquences fiscales assez importantes, directement et indirectement, comme je vous l'ai dit, même sur votre retraite que vous aurez accumulée au moment où vous quittez et vous rendez ce passeport ou cette carte verte. La définition des retraites, bon, Philippe en a parlé, donc je vais pas, on parle du régime de retraite en règle générale à caractère obligatoire au niveau des Françaises et complémentaire. On parle de la Caisse des Français de l'étranger. Important aussi à bien connaître. Souvent, quand on parle de retraite en France, notamment quand on est français, on a souvent tendance à confondre retraite et placement. Quand on dit est-ce que vous avez une retraite? Oui, j'ai une assurance vie en France. Oui, j'ai un plan d'épargne entreprise. Attention, pour le fisc américain, ce ne sont pas des retraites. Ce sont des outils de placement financier taxables aux États-Unis comme si vous aviez des portefeuilles de placement. Même si ce sont des produits défiscalisés en fiscalité française, vis-à-vis de la fiscalité américaine, si vous avez aujourd'hui ce type de placement, vous avez l'obligation d'être taxé chaque année sur les revenus de ces assurances vie. Par exemple, j'ai touché les intérêts d'un fonds euro, j'ai touché des dividendes d'un plan d'épargne d'entreprise. Oui, c'est bloqué. Oui, peut-être, c'est exonéré en France, pas aux États-Unis. Vous touchez ce revenu, vous devez payer un impôt aux États-Unis sur ces revenus. Ça vous engendre également des obligations de déclaration dans le cadre des formulaires FBAR et FATCA que nous devons produire de notre côté. Donc faites bien attention également de ne pas confondre aussi retraite et placement financier. Des plans d'épargne d'entreprise, des assurances vie françaises qui sont des produits français défiscalisés, même si ça a tendance un petit peu à perdre aujourd'hui, mais ce sont des produits français défiscalisés. C'est défiscalisé pour des Français, pas pour des résidents fiscaux américains qui ont ce portefeuille-là. N'oubliez pas, résident fiscal américain, je suis taxable sur mes revenus mondiaux et peu importe les exonérations qui sont du droit fiscal français. Donc faites bien attention pour cette partie-là. Maintenant, le paiement de l'impôt. Comment marche le mécanisme du paiement de l'impôt au niveau des retraites françaises et américaines? Premier cas de figure, si vous êtes résident fiscal américain aujourd'hui, vous habitez à Seattle, vous touchez une retraite française. En France, vous allez avoir une retenue à la source sur ces retraites françaises. Et une partie de ces retenues à la source sera libératoire et une autre partie sera assujettie à l'impôt sur le revenu français. On va en parler après. Si vous êtes résident fiscal français et non résident fiscal américain, au moment où vous prenez votre retraite, aux États-Unis, comme j'ai évoqué tout à l'heure, un non-résident fiscal américain est assujetti à une retenue à la source sur ses retraites américaines de 30%. Et ensuite, il doit déposer sa déclaration fiscale aux États-Unis en tant que non-résident. Et à ce moment-là, on déclarera, notamment sur ses retraites classiques, hors Social Security, on calculera son impôt final et on demandera la restitution du trop payé s'il y en a eu. Je vous évoquais tout à l'heure la personne aussi qui avait une carte verte.
Le vrai avantage qu'on a aujourd'hui, c'est lorsque l'on est résident fiscal américain et qu'on touche des retraites françaises. Je vous ai évoqué tout à l'heure l'article 18 de la Convention fiscale franco-américaine. Je vous ai dit tout à l'heure, article 18, principe exclusif, taxation dans le lieu de cotisation. Je suis résident fiscal américain, je touche des retraites françaises. Je suis taxable en France uniquement, exclusivement. Je ne suis pas taxable aux États-Unis. C'est-à-dire que aux États-Unis, je le répète, même si c'est une tranche d'imposition importante, ces retraites françaises ne vont pas venir rentrer dans cette tranche d'imposition aux États-Unis. Vous savez que le principe classique, en général, c'est que quand on touche un revenu à l'étranger, on reprend ce revenu, on le rajoute dans sa déclaration américaine, on calcule l'impôt américain, à l'impôt américain calculé, on déduit l'impôt qui a été payé, quand il y a une convention fiscale, dans le pays étranger. Là, ce n'est pas le cas. On n'a pas à déduire d'impôt d'étranger ou quoi que ce soit, puisque cette retraite, on ne le met pas dans la déclaration américaine. Et le vrai avantage, voilà, il est devant vos yeux. Imaginez demain, vous avez une retraite en France, 30 000 euros. Cette retraite en France, 30 000 euros, elle va être taxée à peu près, on va dire, elle est à 8%, puisque jusqu'à 15 000 euros, elle sera taxée à 0%. De 15 000 à 30 000, elle sera taxée à 12%. Et en plus de ça, avant de pratiquer cette imposition, on pratique un abattement, dans la limite de 3 812 euros. Donc, c'est uniquement la retraite nette qu'on taxe en France. Alors qu'en général, aux États-Unis, on taxe un revenu brut. Retraite nette, c'est je prends la retraite que j'ai touchée, je retire les cotisations sociales et j'applique un abattement. Donc, vous avez payé sur ces 30 000 euros 8% d'impôt. Aux États-Unis, vous avez d'autres revenus. Votre tranche d'imposition, admettons, elle est, c'est une bêtise, de 25%. En théorie, vous pourriez dire, bah, j'ai payé 8, il faut que je paye le différentiel entre mes 25 et 8 aux États-Unis. Non, article 18, je paye mes 8 en France. That's it. C'est le vrai avantage fiscal. Et c'est cet avantage-là qu'on a essayé de supprimer pour les non-résidents fiscaux français. Et il y a eu une très grosse pression. Et là, il faut remercier tous les représentants des Français à l'étranger qui ont aidé, que ce soit les représentants, les conseillers consulaires, le député ou les sénateurs qui ont fait une vraie pression. Et le gouvernement français a abandonné cette année, parce que ça devait s'appliquer à partir de 2021, a abandonné la volonté qu'elle avait au départ de dire maintenant un non-résident fiscal français doit être taxé dès le premier euro sur ses retraites françaises en tant que non-résident. Ce projet de loi a été abandonné définitivement. Et donc, c'est un vrai avantage qu'on conserve en tant que résident fiscal américain quand on a des retraites françaises lorsqu'on est non-résident. Il faut vraiment bien connaître cette partie-là. Rapidement, autre avantage qu'on a dans le cadre de l'article 18 de la Convention fiscale, c'est paragraphe 2. Si certains d'entre vous, vous aviez cotisé en France et que vous continuez à cotiser au même système de retraite aux États-Unis et que vous ne prenez pas d'autres systèmes de retraite américains, type 401k, vous avez la possibilité de déduire de revenus américains les retraites françaises comme si c'était un plan de type 401k. Donc, dans la limite de 19 000 $ si on a moins de 50 ans, de plus de 25 000 $ si on a plus de 50 ans. La seule problématique, c'est, vous évoquez tout à l'heure que dans le paragraphe précédent, le principe de saving clause ne s'appliquait pas. Là, dans ce cadre-là, il est bien précisé dans la convention fiscale qu'une personne, dès qu'elle a sa carte verte, ou qu'elle est citoyenne américaine, mais bon, forcément, on est d'abord carte verte, dès qu'une personne a le statut d'immigrant, elle perd cet avantage fiscal de déduction. Ça ne remettra pas en cause le passé, si vous avez bénéficié des déductions, mais vous le perdez à compter du moment où vous avez votre carte verte. Donc, bien connaître cette partie-là. L'accord de sécurité sociale, également, il précise, dans le cas d'une personne qui est détachée, qui est envoyée par un employeur français, qu'il a la possibilité de continuer pendant 5 ans à cotiser au système français sur ses salaires perçus en France, sans devoir payer des charges sociales et le système de sécurité sociale américain, mais uniquement pendant les 5 premières années. Donc, bien connaître cette partie-là. Et également, tant que vous n'êtes pas carte verte aux États-Unis, les contributions, l'abondement que fait votre employeur français sur les salaires français, si vous êtes aujourd'hui ici, aux États-Unis, vous touchez un salaire français, votre employeur abonde au système de retraite, la convention fiscale dit, tant que vous n'avez pas de carte verte, cet abondement n'est pas taxable. En revanche, dès que vous avez votre carte verte, si votre employeur fait un abondement pour vous en France, parce que si vous touchez un salaire français, par exemple, cet abondement devra être taxable aux États-Unis. Il y a beaucoup de sociétés, de groupes notamment, qui ne connaissent pas cette règle, mais vous devez déclarer cet abondement dès lors que vous avez un employé qui a une carte verte et qui est donc résident fiscal américain, qui habite aux États-Unis mais qui continue à toucher un salaire français. Tout avantage, abondement, est considéré comme un revenu auprès du fisc américain. Donc aux États-Unis, je
je vais pas m'étaler, hein, vous connaissez, il y a pas mal d'avantages fiscaux aussi, également quand vous souhaitez cotiser. Il y a le 401k qui est assez populaire, il y a des SEP qui sont assez populaires, qui donnent droit à pas mal de déductions fiscales. Donc ça, je vous encourage à le faire, même si vous êtes là pour une durée limitée. Souvent, on se dit, vous savez, on est tous là, on est tous expatriés. Puis quand on arrive, on se dit, bon, je vais rester 2-3 ans, je vais rien faire parce que je vais rester 2-3 ans. Au bout de 10 ans, 15 ans, on est encore là et on n'a rien fait. Alors qu'un 401k, même 2 ans de toute façon de cotisation, c'est un avantage fiscal. Est-ce que vous avez des abondements que l'employeur fait? Donc, il y a des déductions fiscales auxquelles vous avez droit. Donc, n'hésitez pas à utiliser ces outils, même si vous êtes là pour 2-3 ans, ce n'est pas perdu, parce que vous conserverez cet argent, même si le jour où vous allez rentrer en France, vous allez ailleurs, ce ne sera pas perdu. Il y a l'avantage du IRA traditionnel ou du Roth également, qui permet de ne pas avoir d'avantage fiscal aujourd'hui, mais qui va vous permettre de ne pas être taxé au moment où vous percevez ces retraites. Il y a aussi ce Roth qui est assez intéressant également à développer. Il faut faire attention aussi à la conséquence fiscale vis-à-vis de la France parce que ce n'est pas très précisé encore de nos jours. Les formulaires qu'il faut connaître quand on a des retraites françaises et américaines, bon, le 8833, quand vous invoquez la convention fiscale, ne sera pas obligatoire dans le cadre de demander l'exonération de la retraite française sur la déclaration américaine. C'est parce qu'il est bien précisé que dans le cadre de cette convention-là, vous n'êtes pas obligé de le faire. Nous, on aime bien le faire quand même, à titre de sécurité, mais ce n'est pas obligatoire de le faire dans ce cadre précis-là. Il y a le formulaire FATCA 8938. Il faut bien savoir que dans le formulaire 8938 est considéré comme un actif financier détenu à l'étranger les retraites perçues ou accumulées dans un plan de retraite étranger, à l'exception des retraites à cotisation obligatoire qu'on peut avoir comme la sécurité sociale en France. Mais chaque année, normalement, vous êtes obligé de rajouter les retraites que vous avez accumulées à l'étranger dans votre formulaire FATCA si vous êtes au-dessus des seuils. Donc, si vous êtes au-dessus des seuils, vous allez me dire souvent, ouais, on ne connaît pas notre montant de notre retraite qu'on a en France, par exemple. Ben, le fisc américain dit, c'est pas grave. Si vous ne le connaissez pas, dans le pire des cas, vous l'indiquez, vous mettez 0. Si vous distribuez chaque année, vous indiquez le montant de la distribution. Si vous cotisez, vous indiquez le montant de la cotisation. Si vous connaissez le montant, ben, vous mettez le montant. Et enfin, pour conclure, connaissez bien du côté français le formulaire qu'il faut faire quand on fait ces déclarations sur ces retraites, chaque année en tant que non-résident. Vous avez le 2042 à effectuer, dans lequel vous allez répertorier vos retraites françaises que vous avez perçues en tant que non-résident en France. Il va falloir tout reprendre. Et dans le 2041E, il va falloir également reprendre toutes les retraites, y compris celles qui ont été assujetties à une retenue à la source, libératoire, parce que si vous ne le faites pas, on va vous taxer dès le premier euro sur l'ensemble de vos retraites à 20% par le fisc français. Donc le formulaire 2041E est très important, parce que vous allez bien réinstituer, recadrer les retraites qui ont été assujetties au taux de 0%, si on n'a pas, bien évidemment, et au taux de 12%. Donc il faut bien les indiquer quand vous avez effectué votre déclaration française. Voilà, j'ai essayé d'aller le plus vite possible. Vous avez vu, j'espère que je n'ai pas été trop vite quand même, mais je sais qu'on était pressé par le temps, donc j'ai voulu faire le mieux possible. L'adresse en France à connaître au service des impôts des non-résidents, le centre des non-résidents, il est basé à Noisy-le-Grand. Vous pouvez toujours poser des questions au centre des non-résidents. Et parce que ça peut toujours être utile, c'est le centre dont on dépend, nous, quand on est non-résident fiscal français. Je vous mets ici le contact de la personne qui s'occupe de notre bureau de la côte ouest, qui est basé à San Francisco. Sur la côte ouest, nous avons 3 bureaux, un à San Francisco, un à Palo Alto et un à Los Angeles. Donc, Raphaël s'occupe de toute la partie des 3 bureaux, mais dans chacun des bureaux, nous avons un manager. Donc, si vous allez sur notre site internet, vous allez pouvoir voir toute cette partie-là. Donc, nous pouvons faire des déclarations fiscales à la fois françaises et américaines, mais également vous apporter un conseil s'il y a besoin d'avoir un conseil, que ce soit en termes de fiscalité française et américaine. Nous avons également un bureau à Paris pour vous aider. Donc, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez la moindre question. Et merci encore.